Tu franchis la porte. Et nous sommes de retour sur choc.ca. David Lavoie est de retour aujourd'hui avec un invité bien spécial. Et ensemble, il vous offre une chronique à deux voix, sous la forme d'une rencontre et sous une thématique donnée. Montréal et les Premières Nations. Bonjour David, je te laisse le soin et l'honneur de nous présenter ton invité. Merci Maude. Alors pour ma dernière chronique de la saison, j'ai pris le parti de changer d'approche. Ma dernière chronique sera une entrevue. Au début de l'année, j'ai pris une résolution. Ma résolution pour 2019, c'est de mieux connaître les Premières Nations. Bon, ça, je m'arrêterai pas en 2019, je continuerai par la suite, mais c'est quand même quelque chose qui m'est passé par la tête alors qu'on abordait la nouvelle année. Il y a 10 Premières Nations au Québec et il y en aurait une cinquantaine au Canada, en plus des peuples métis et des Inuits. Comme vous, je lis périodiquement dans les médias les avancées de leurs revendications, de Idle No More, débuté en 2012, à la Commission de vérité et réconciliation qui a duré de 2007 jusqu'au dépôt du rapport en 2015, en passant par l'inclusion du pain blanc sur le drapeau de Montréal en 2017, force est de constater que la relation que nous avons avec les premiers peuples demeure un enjeu politique actuel. Plus près de nous, c'est-à-dire sur le plan des arts et de la culture, puisque nous sommes à Danscussion, nous pouvons aussi constater que la scène artistique autochtone est effervescente depuis quelques années. Pour parler de tout ça et faire un tour d'horizon, j'ai invité Alexandre Nekado, un jeune Atikamekw que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'automne dernier. Koué, Alexandre. Koué, David. Alors, Alexandre est originaire de Manoine. Tu es arrivé à Montréal il y a quelques années et tu es maintenant engagé dans le milieu culturel. Alexandre, comment te présenterais-tu? Koué Kskina, Alexandre Jinkazan. Manon Ibeotin, Ajimadato Bibunas Koué Chikan Moriak. Ajibego Bubuna Odamiron à Terre en Vue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Nekado, je viens de Montréal et je réside à Montréal depuis 10 ans. Je travaille à Terre en Vue, l'organisme qui chapeaute le festival Présence autochtone. Donc, tu travailles depuis 1 an au Festival Présence autochtone et tu me disais que tu étais engagé depuis quelques années avec eux à titre d'agent d'information. C'est à ma connaissance le plus grand événement de création artistique des Premières Nations au Québec. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quoi Présence autochtone? Présence autochtone est un festival qui présente la culture autochtone traditionnelle et contemporaine. Il offre des concerts, musique, une démonstration d'art autochtone, des danses traditionnelles, théâtre, féerie, arts visuels. On a aussi un défilé avec 1000 danseurs, dont 50 groupes de danseurs de différentes provenances en Amérique. Puis il y a aussi des activités de réseautage entre artistes et professionnels, des classes de maîtres et des colloques. Il y a des projections de films et vidéos ainsi qu'une compétition de films dans le volet cinéma. Puis il y a aussi un volet littérature autochtone où on s'associe avec une maison d'édition ou des auteurs pour un lancement d'un livre, des tables rondes et des conférences. Il ne faut pas oublier aussi la gastronomie ou saveurs de Premières Nations. On remarquera que la culture autochtone est encore bien vivante et émergente sur la scène culturelle. Ça a été fondé en quelle année? En 90. C'est-à-dire, donc, on est à la 29e édition cette année. C'est ça, ouais. C'est quand même étonnant parce que, tu sais, j'ai le sentiment que depuis 3-4 ans, on en entend vivement parler, mais quand on se rend compte qu'en fait, en 90, il y avait les premières éditions, c'est quand même signifiant comme durée. Qui dirige le festival maintenant? André Dudomaine, qui est l'un des fondateurs de Terre en Vue. Puis Gabrielle Piché, qui est directrice administrative. Quand tu parlais des activités que vous tenez dans le cadre du festival, tu disais que vous faites des féeries. Ouais. Qu'est-ce que c'est? En fait, une féerie, c'est un genre théâtral qui s'inspire des contes merveilleux. Dans ce cas-ci, notre féerie raconte l'histoire de la création du monde, avec les 2 frères jumeaux, Ioskia et Tawiskara, qui représentent le contraire de l'autre. C'est une histoire qui fait partie de la tradition iroquoienne. Donc, ça fait partie d'un théâtre traditionnel, mais contemporain, actualisé à aujourd'hui. C'est ça. Ça a été créé en 2017, je crois, dans la foulée des célébrations. C'est ça. Dans le fond, c'est les marionnettes géantes. C'est un leg du 375e. Et c'est un festival qui, je présume, malgré ses 30 ans d'activité, n'a pas nécessairement encore tous les moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. C'est quoi les défis? C'est quoi la réalité actuelle du festival? Actuellement, il y a un gros momentum qui se passe. L'achalandage a triplé entre 2014 et 2017. On est passé de 50 000 visiteurs à 150 000 visiteurs. Elle est maintenant considérée comme un événement majeur dans la métropole, mais le budget n'a pas encore suivi, ce qui fait qu'on travaille avec un effectif réduit. Donc vous êtes combien? On est 3 au bureau. Vous êtes 3 au bureau pour faire un festival qui dure combien de jours? 1 semaine.
D'accord, bon courage. Depuis quelques années, la scène artistique autochtone paraît en pleine expansion à Montréal. T'en parles, on le sent avec votre festival. Donc, scène artistique contemporaine en expansion à Montréal, mais au Québec. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton point de vue sur cette dynamique-là? Est-ce que c'est nouveau? Juste dans ma nation, il y a environ 80% de la population qui a moins de 35 ans. Puis ça tombe à 60% pour ceux qui ont moins de 80% ont moins de 35 ans, puis 60% ont moins de 25 ans. Il y a vraiment eu un boom démographique dans les années 80-90. Puis c'est sensiblement pareil chez les autres nations autochtones du Canada. Le manque de logement dans les réserves autochtones a forcé beaucoup d'Autochtones à déménager en ville. On remarquera que plus de 50% de la population autochtone réside en ville. La population québécoise, donc 50% de la population autochtone québécoise n'est plus dans les réserves. Au Canada. Au Canada. OK. Et c'est un phénomène nouveau ou c'est comme ça depuis toujours? Ça doit être... ça a toujours été un problème dans les communautés. De garder les gens dans les réserves. Mm-hmm. C'est-à-dire il y a un exode vers les villes, j'imagine, pour l'éducation, pour le travail aussi. C'est ça. Dans le fond, l'une des raisons, c'est pour suivre les études supérieures, puis le manque de logement. Et donc, sur le plan artistique, cette réalité-là, elle amène quoi? Est-ce que tu sens une effervescence? Est-ce qu'on peut percevoir dans le milieu culturel, toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dynamique-là? Je vois qu'il y a un mouvement de revalorisation de nos cultures. Les artistes émergents intègrent beaucoup leurs racines à leur art. En ce moment, la demande est tellement élevée que les artistes présents en ville sont ultra sollicités. Et certains disent qu'il y a une certaine fatigue à cause du manque d'offres artistiques. Puis c'est en pleine expansion, mais pour répondre à la demande, il faudrait développer les communautés autochtones. Puis à cause du boom démographique, il y a beaucoup de potentiel pour les artistes autochtones de demain. Quand tu dis qu'il y a une certaine fatigue, tu veux dire que les artistes présentement qui sont actifs sont tellement sollicités qu'il y a un épuisement de leur part? C'est ça. Ils peuvent pas tous s'engager dans différents projets. Et qu'est-ce que tu observes de la création artistique des Premières Nations? Est-ce qu'il y a des courants, des thèmes, des formes qui profitent davantage de l'époque actuelle? Il y a beaucoup d'artistes qui ont des pratiques pluridisciplinaires. Ceux qui résident en ville font plus de créations contemporaines. Ils intègrent aussi leur identité culturelle à leur création. Surtout ceux qui sont en art visuel. C'est ce que je vois de plus en plus depuis que je réside à Montréal. Ceux qui résident dans les communautés autochtones sont un peu plus traditionnels. Ils font de l'artisanat, la chasse, la pêche et le perlage. Et d'autres pratiques spécifiques à leur nation. Est-ce que tu sens que les pratiques traditionnelles, donc qui sont un peu moins en ville, qui sont un peu plus à l'extérieur, est-ce que ces traditions-là demeurent très vivantes? Quand tu nommes ce que tu nommais à l'instant là, sur la pêche, la chasse, le perlage, c'est encore des pratiques très actuelles? C'est beaucoup pratiqué dans les communautés autochtones. Et donc, tu disais que tu ressens, tu sens qu'en ville, la création autochtone tend vers une certaine contemporanéité. Elle est influencée par les tendances actuelles. C'est ça. Tu disais que ça bouge en art visuel. Moi qui travaille au Festival Transamérique, je sens beaucoup qu'en danse et en théâtre aussi, il y a des artistes qui sont en train de se positionner et de faire de la création contemporaine. Fait que la grande tendance pour toi, ce serait de dire, il se passe quelque chose d'effervescent dans les villes. Et c'est là qu'il y a une activité artistique qui est vraiment en développement. Oui, c'est ça. Comme on peut parler de, mettons, d'Émilie Monet qui est en théâtre avec sa compagnie Onishka, qui veut dire se réveiller en français. Puis on a aussi Lara Kramer qui fait beaucoup d'art contemporain. Puis ce qui se passe ici au Québec en termes de revalorisation des cultures autochtones, est-ce que c'est la même chose à l'échelle du Canada? C'est la même chose partout au Canada. La nouvelle génération veut prendre sa place sur la scène culturelle. Maintenant, la culture autochtone a été revalorisée. Il y a de nouveaux artistes qui émergent et ça a beaucoup bougé dans l'ouest du Canada. C'est arrivé un peu plus tard au Québec. J'ai souvent entendu que c'est probablement à cause du fait que le Québec était tellement occupé à la sauvegarde de la culture québécoise qu'elle a oublié les autres. Mais je crois que c'est depuis Adornement au Québec et la Commission Vérité et Réconciliation que j'ai remarqué des changements. Et beaucoup ont été touchés par notre réalité. Et la société s'est rendue compte qu'il y a une grande richesse culturelle chez les Premières Nations et que ça contribue au rayonnement de notre pays.
Et donc, quand tu dis que les Québécois ont été un peu refermés sur eux, je pense qu'on peut on peut y acquiescer. Là, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de défense, notamment de la place du français, puis de positionnement d'un certain nationalisme qui peut être exclusif. Est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe maintenant en revalorisation des premiers peuples, c'est durable? As-tu confiance que c'est un courant qui va durer? Ben, je trouve que quand on partage des histoires, ça amène une certaine richesse à nos deux nations. Là. Ben moi, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'on peut avoir confiance en l'avenir. On a vu apparaître dans les célébrations du 375e de Montréal différentes manifestations de revalorisation. Je pense à l'ajout du pain blanc sur le drapeau et sur les armoiries de la ville de Montréal, mais aussi aux cérémonies de reconnaissance des terres non cédées avant des représentations de spectacles ou encore à la prise de parole d'aînés en ouverture de différents événements. D'où viennent ces pratiques? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis toujours? J'ai commencé à entendre les reconnaissances du territoire non cédé dans les ateliers, dans les échanges de sensibilisation sur notre culture. Je pensais pas que ça se répandrait aussi largement, mais je vois que cette pratique a permis à beaucoup de gens de se sensibiliser à notre culture. J'ai l'impression que ces gens sont allés chercher plus d'informations sur notre réalité de leur propre choix. Puis l'ajout du pain blanc dans les armoiries de la ville vient de l'idée de réconciliation. Par le passé, les armoiries de la ville ne laissaient aucune référence sur la contribution des Autochtones. C'est vraiment avec la Grande Paix de Montréal que la ville a commencé à se développer. Les Autochtones qui résidaient dans l'émission sur l'île de Montréal étaient des agriculteurs et ont défriché les terres. Finalement, ces populations-là ont été déplacées pour faire place aux colons français. Moi, quand j'entends ça, je suis toujours épaté quand même de voir comment on connaît peu notre histoire. Quand tu parles de la Grande Paix de Montréal, on parle de quelle année? C'était en 1701. Donc, tu dis qu'à partir de la Grande Paix, il y a eu... qu'est-ce qui s'est passé par la Grande Paix? En fait, c'est quoi le changement qui est arrivé à la suite de ça? Ben, à ce moment-là, Montréal n'était qu'un petit village fortifié avec quelques centaines de colons. Puis les Autochtones qui résidaient dans les environs se comptaient par des dizaines de milliers. Il y avait une guerre pour le monopole de la traite des fourrures et elles étaient financées par les colonisateurs. Puis quand il y a eu la Grande Paix de Montréal, c'est là que la ville a pu se développer parce que la violence a été arrêtée. Et donc, on a choisi récemment de mettre le pain blanc sur le drapeau de la ville de Montréal. Pourquoi le pain blanc? C'est parce qu'elle a une couleur dorée, son écorce est blanc, puis elle rappelle la couleur du feu aussi, pour le symbole du feu central. C'est un symbole de rassemblement, de discussion et de négociation de paix notamment. Mais dans la tradition iroquoise, c'est le grand arbre de la paix. Et le fait qu'il soit au centre symbolise l'unité des nations. Puis c'est aussi un rappel avec la Grande Paix de Montréal. Puis les cérémonies d'aînés, ça, c'est quelque chose qui existait dans les communautés autochtones. C'est pas quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a un grand respect pour les aînés. Ceux qui accumulaient plus d'expérience avaient plus de respect de la part des jeunes, des plus jeunes. Et les cérémonies tenues par les aînés, est-ce que ça durait 15 minutes, 10 minutes, comme on le fait ici? Ah, ça peut dépendre. C'est ça, il y en a certains que j'ai déjà entendu dire qu'une cérémonie de remerciement peut durer jusqu'à 4 heures. Jusqu'à 4 heures? Ouais. C'est pas pire. On a encore du chemin à faire. Depuis quelques années, il y a plusieurs acteurs des Premières Nations qui collaborent pour fonder un projet qu'on appelle Destination. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? C'est un gros projet de centre culturel autochtone. C'est qui existe depuis cette idée a commencé à la fin des années 90. Initialement, c'est l'équipe de Terre en Vue qui avait poussé pour la création du centre culturel, mais pour plusieurs raisons, c'est la crise d'Oka entre autres, les gouvernements ne voulant pas s'engager à une dépense supplémentaire pour son fonctionnement, le projet n'a jamais décollé. Des années ont passé, puis le réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal a repris le flambeau et s'est associé avec le tourisme autochtone du Québec. Ils ont monté un plan d'affaires qui mariait le volet culturel avec un volet touristique. Ce volet va permettre au centre culturel de s'autosuffire. Les paliers gouvernementaux ont eu un intérêt quand ils ont entendu le volet touristique et le rayonnement que ça donnerait à la ville de Montréal, ainsi que les retombées économiques. C'est un projet qui va renforcer le rayonnement des cultures autochtones. Ce seront les principaux acteurs culturels autochtones qui seront résidents au centre culturel. Il va y avoir Terre en Vue, Wapgoune Mobile, les productions Feu Sacré et le centre culturel de Gaspé. Ils vont se partager le calendrier culturel, puis il va y avoir aussi d'autres organismes partenaires qui vont enrichir la programmation.
C'est un projet très important pour stimuler l'émergence de la nouvelle génération d'artistes et c'est un outil de réconciliation avec la société dominante. Cela aussi va contribuer au rayonnement de la métropole et attirer plus de touristes. C'est un projet qui est en marche depuis les années 90. Je pense qu'on s'attendait à ce que le centre puisse être inauguré même en 2017 à l'origine. Ouais, c'est dans l'idée de réconciliation. Et donc, je pense que le site qui est préconisé est dans le Vieux-Port. C'est un site qui appartient au gouvernement fédéral. Mm-hmm. Donc, on comprend que le gouvernement fédéral est attaché au projet. Le gouvernement municipal, le gouvernement québécois, où se situe là-dedans? En fait, la ville était 100% avec le projet. Il attendait juste que le gouvernement provincial puis fédéral s'entendent. En fond, il se jetait un peu la balle, dire lequel qui va prendre une décision en premier, mais on va suivre après ça. Donc la balle est dans le camp de qui maintenant? Là, en ce moment, on est en consultation avec le gouvernement provincial pour voir de quoi que ça va l'air. Puis une fois que le Québec va prendre sa décision, mais là, le fédéral va pouvoir au moins emboîter le pas. Donc, c'est la CAQ maintenant qui a le ballon dans les mains? Oui. Puis, est-ce que ça se passe bien? Avez-vous confiance? Oui, ben c'est ça. En fond, on était agréablement surpris parce que l'administration Coderre, les employés de Coderre, en fond, qui travaillent à la ville, sont tombés sur le chômage, puis ils ont été engagés par la nouvelle administration. Ouais, c'est ça. Oui, OK, d'accord. Donc, ils connaissent un peu le dossier, donc c'est facile d'avancer avec le projet. Donc, quand est-ce qu'on en apprend plus sur le projet? On devrait avoir des nouvelles rendues pour le 21 juin. La sortie de l'été, on célèbre la Journée nationale des premiers peuples au Quai de l'Horloge. C'est un endroit pressenti pour la construction de notre centre culturel. Ah oui, OK. Et donc, 21 juin, pour avoir plus de nouvelles sur le projet de destination, le Festival Présence autochtone, 29e édition. Ça va se faire du 6 au 14 août à la place du festival. Alors, Mikta Miigwetz, Alexandre. Mikta Miigwetz. Merci à tous les deux pour ce développement de contenu extrêmement éclairant. De mon côté, immigrante, j'aurais aimé atterrir sur cette terre et avoir un cours d'histoire qui inclut autant le Québec, mais aussi avant tout cette terre sur laquelle on atterrit. Donc merci à tous les deux. Alexandre, tu es le bienvenu pour revenir à cette émission et même envoyer pas mal d'artistes de ta communauté à venir au micro à nos côtés. Et j'espère que tu seras un relais pour nous indiquer qui on peut recevoir. Ce sera un plaisir en tout cas. Non, ça va faire plaisir. Merci David d'avoir été avec nous toute cet hiver. Un grand plaisir. Retrouvez-moi au festival dans quelques semaines, c'est ce qui va m'occuper. Effectivement, on viendra te serrer la main ou boire un petit verre avec plaisir. J'y serai. Alors nous vous proposons une courte virgule musicale signée Vendredi sur mer. Je trouvais que ça faisait une belle transition avec toi David. Future chanteuse au Franco 2019 avec son titre La femme à la peau bleue. Écoute.